Bonjour Pierre Schneiderman. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui à Story Jungle pour Story of Stories. Alors, tu es responsable vidéo au sein des Échos. Et donc, avec tes équipes depuis 10 mois, tu as repensé complètement l'offre vidéo des Échos. Oui, tout à fait. Avec donc un certain nombre de séries dont on parle beaucoup. Business Drama, Secret Sauce, Cash Flow. Donc, avec des noms qu'on n'avait pas l'habitude de voir peut-être dans l'univers Les Échos. On les voyait pas trop. Voilà, Story of Stories, ça va, tu valides, c'est bon. Story of Stories, ça va. C'est bon, C'est de l'anglais aussi, il y en a qui n'aiment pas, mais je trouve qu'il n'y a pas de mal à créer un nom de format de temps en temps en anglais parce que ça sonne mieux, parce que ça donne envie, et l'important c'est ce qu'on met dedans, quoi. Mais c'est important le marketing éditorial. En fait. Mais c'est important. Ouais. Et c'est important. Et puis moi, je viens de Combini. Et Combini, donc c'était l'école des formats par excellence. J'allais te poser la question. Oui. J'avais noté la question. Est-ce que Combini, c'est l'école des formats? Ah oui. Tu vas marquer là. Ouais. Je pense que j'ai vraiment appris et découvert les formats avec Combini pendant 7 ans. Ouais. Et donc que ce soit pour les petites vidéos ou pour les longues. Et bon, la plupart des formats, mais pas tous, ils sont en anglais. Le plus emblématique, c'était le Fast and Curious. Donc c'est un jeu de mots en anglais. Donc là, faut être. En plus, faut le faire. Un jeu de mots en anglais pour les Français, que généralement tout le monde ne comprenait pas. Et là, celui qui marche encore le mieux, il s'appelle Small Talk. Et c'est celui avec David Castello-Lopez. C'est un podcast. Ouais. On parle de tout sauf de la raison pour laquelle la personne est célèbre. Ouais. Et je trouve ça pas embêtant de faire un nom de format en anglais, même quand on est un titre de presse français emblématique. Ça fait partie, je pense, du rafraîchissement et pour attirer des nouvelles personnes, quoi. Alors tu sais que nous on a reçu Mathieu Marmouget ici mon ancien chef, à qui je posais la question justement d'où venait cette hyper créativité sur les formats. Il avait cette réponse, je sais pas si tu vas me confirmer ça. On parle beaucoup des formats qui ont cartonné, on parle pas beaucoup de tous les formats qu'on a testés et qu'on a abandonnés très vite parce qu'on se rendait compte que ça prenait pas. Donc il y avait quand même une logique un peu d'essai-erreur. Ouais, vraiment. Ouais, c'est vrai qu'on a vu pas mal de formats mourir chez Combini et on retient que ceux qui ont marché. Donc évidemment, il y a une loi de sélection naturelle pour les formats. Après, il y en a pas tant que ça. Il y en a qui ont été tués parce qu'ils marchaient pas, mais pas tant que ça non plus, quoi. Je dirais que c'était. D'accord. On en garde un sur 3, j'ai l'impression. Pas un cimetière de format. Pas un méga cimetière comme on peut voir avec les produits Google, quoi. Bon alors Pierre, on va parler aujourd'hui, donc je te propose de parler de l'idée, comment vous concevez en fait les séries et l'offre vidéo donc que tu as rénové complètement sur les Échos, de l'exécution, comment vous produisez l'ensemble de ces vidéos, des chiffres du succès, donc quels résultats tu as. Alors donc toi tu as pris tes fonctions il y a 10 mois, en octobre dernier. Et on va parler de ta routine éditoriale, ça te va bien? D'accord. Alors moi, je te propose d'abord de quand même, avant de parler de l'idée, de revenir sur ton parcours. Alors moi, j'ai découvert sur ton LinkedIn que tu as commencé en écrivant des scripts pour des youtubeurs. Ouais, j'ai fait ça. J'ai fait plusieurs métiers avant l'audiovisuel. Ouais. Et ça, écrire des scripts pour des youtubeurs, c'était mon deuxième métier dans l'audiovisuel. En fait, j'ai vraiment commencé d'abord comme journaliste scientifique pour une émission d'Arte sur l'innovation. Et c'est là que j'ai appris, je pense, les bases du journalisme. Et ensuite, j'ai été dans une boîte de prod qui s'appelle Effervescence. Ouais. Et c'est d'ailleurs Effervescence qui faisait l'émission pour Arte, c'était Futur Mag. Et là, entre autres, parmi mes fonctions, il y avait écrire des vidéos pour des youtubeurs. C'était il y a si longtemps, ça me paraît tellement loin. C'est qui? Eh ben, il y en avait un qui malheureusement a été évincé de la scène publique qui s'appelait Experiment Boy. Qui était un youtubeur en chimie, par exemple. Et il y a eu des problèmes d'agression sexuelle ou de corruption de mineurs, je ne sais plus exactement. Ensuite, il y a une enquête de Numérama. Mais du coup, bien avant tout ça, j'ai dû écrire des vidéos pour lui, par exemple, de chimie, qui marchaient très bien sur la chaîne YouTube d'Effervescence, qui s'appelle String Theory, qui existe toujours. Et donc, c'était des vidéos qui marchaient bien. Et donc, c'était toujours des petites vidéos scientifiques. On avait fait, je me souviens aussi, une petite série de vidéos scientifiques pour Arte, une ancienne section d'Arte qui s'appelait Arte Futur. Et donc là, j'avais dû écrire des vidéos pour un youtubeur allemand et coacher un youtubeur allemand.
Et Mais c'est marrant, voilà. mais toi, tu as un profil plutôt littéraire, tu as une licence de philosophie. Ouais, Mais- profil littéraire. mais tu t'étais mis à la chimie. Je me suis mis du jour au lendemain. J'ai pas eu le choix dans le journalisme scientifique parce que je savais plus quoi faire de ma vie en 2013-2014 et j'ai envoyé des candidatures spontanées désespérées à plein de boîtes de prod. Il y a que Effervescence qui m'a répondu parce qu'ils ont vu que sur mon CV que je parlais allemand. Je l'avais même pas mis dans ma lettre parce que je pensais que ça servait à rien. Et ils m'ont dit on a besoin de quelqu'un qui parle allemand pour une émission scientifique. Est-ce que tu te sens capable de faire du journalisme scientifique? J'y connaissais rien. J'ai dit oui. Donc Effervescence et ensuite Combini. Et ouais, Effervescence et ensuite Combini. Combini, où tu as été directeur adjoint de la rédaction, hein, c'est ça? À la toute fin. À la toute fin de 2022 à 2024, jusqu'au rachat, hein, Ouais. c'est ça? Jusqu'au rachat. Et c'est chez Combini que tu as travaillé aussi pour Arte, notamment pour Silicon fucking Valley. Ouais, alors ça s'est pas fait exactement comme ça. Juste pour dire quand même, j'ai fait des vidéos pour des youtubeurs, mais je pense que j'y connaissais vraiment rien à la vidéo à ce moment-là encore, parce que j'avais pas expérimenté le montage. Et quand je suis arrivé chez Combini, ils m'ont pas pris du tout pour la vidéo. Je faisais que des journalistes, des papiers texte. Et j'étais journaliste tech, et parce que je suivais la tech depuis longtemps et parce que j'avais été webmaster avant, et je faisais que des articles. Et un jour, ils m'ont proposé, et ça m'intéressait pas beaucoup, de faire une formation de 3 jours en montage sur Premiere. Et là, vraiment, je pensais que j'en tirerais rien, que ça changerait rien à ma vie. Et j'étais vraiment nul en vidéo jusqu'à ce moment-là. Et vraiment, la formation, elle a tout changé parce que je me suis rendu compte que le montage, c'était un langage, que la vidéo courte, c'était un langage, que le fast-cam, c'était un langage. Et après cette formation de montage, tout a changé et j'ai switché complètement en vidéo et j'ai abandonné l'écrit. Donc, il faut maîtriser le montage pour pouvoir proposer des récits originaux, avoir en fait une vraie qualité d'écriture vidéo. Peut-être pas quand même pour proposer le récit, mais il faut connaître le montage et savoir ce que peut faire toute la puissance du montage pour vraiment superviser des vidéos et avoir une vision d'ensemble, quoi. Et donc, tu as commencé chez Combini plutôt sur le texte et tu as basculé sur la vidéo. Complètement. À quel moment? J'ai abandonné, j'ai basculé, je suis arrivé en 2017 à Combini et 2 ans après, j'ai fait 1 an et demi, 2 ans d'articles tous les jours, j'écrivais 2-3 news, une ou deux news sur la tech et j'ai basculé quasiment du jour au lendemain après ma formation de montage en 2019, 2 ans après. Et c'est au moment où ils ont créé Combini Techno, je suis devenu rédacteur en chef avec une grosse dominante vidéo, je faisais plus d'articles. Et déjà avec cette gymnastique qu'on connaît à Combini, de créer des nouveaux formats, d'imaginer des choses. Ouais, et là il a fallu imaginer des nouveaux formats et puis surtout superviser 2 vidéos par semaine dans les nouvelles technologies et les rendre fun. Et c'était un petit challenge en soi. Mais c'est ça qui m'a beaucoup plu et c'est ça qui m'a vraiment mis dans la vidéo et j'ai commencé à travailler avec des monteurs, avec des journalistes vidéo. C'est là où tu es tombé dans l'edutainment. Ouais, et c'est là où ce terme. Ouais, je sais plus où est-ce que je l'ai appris ce terme. Évidemment, c'est les Américains qui l'ont bricolé. Donc c'est vraiment là que j'ai basculé dans la vibe edutainment. Donc edutainment, c'est un mot valise. Éducation et derrière surtout de entertainment, je pense. Et donc c'est comment créer des contenus éducatifs en se divertissant. Pédagogique mais sympa. Pédagogique mais sympa à regarder, qui soit pas une souffrance. Et c'est là, nous on était un peu chez Combini. 80% des contenus, c'était avec des guests importants, c'était avec des stars, donc c'était facile, on pouvait leur faire faire le Fast and Curious, on pouvait leur faire faire l'interview sandwich, et nous, on se retrouve avec un truc aride, c'est la tech. Alors certes, il y a un peu les streamers qui sont des stars, donc ça c'est un peu plus facile, on peut leur faire des formats, mais pour 80% de nos vidéos, on a un problème, c'est que c'est la tech et que c'est abstrait, que parfois si ça peut être un peu chiant et tout. Donc comment on est sur Combini, qu'on rend la tech intéressante et sexy en faisant de l'edutainment. Alors ça me fait barrer parce que tu parles de Fast and Furious et du fait qu'il y a beaucoup de Fast and Furious. Tout le monde se trompe. Et que évidemment chez Combini vous avez beaucoup de stars. Moi ce qui m'a beaucoup fait marrer à l'époque, c'est que c'était quand même un peu aussi l'essence du format, c'est que tu faisais dire tu faisais parler des stars sur des sujets qui étaient quelquefois un petit peu secondaires et avec des réponses hyper courtes. Et c'est aussi ça qui faisait marcher, parce que ça a été hyper pompé par plein de marques.
mais qui mettait José, chef de projet digital, et tout d'un coup, c'était moins sexy. Le format perdait un petit peu de son sel tout d'un coup. 95% des plagiats du Fast and Curious sont ratés. Et parfois, ils sont réussis quand ils se moquent de Combini, je trouve. Oui, alors, tout à fait. Par essence, en fait, parce qu'il y a quelque chose dans le format qui n'a pas été compris. C'est qu'en fait, ça n'intéresse pas tout le monde de savoir ce que... Après, je recommande quand même le Fast and Curious en team building. Quand on le fait avec des collègues, c'est drôle et ça fait des bons souvenirs. Ou en famille, j'ai fait un Fast and Curious pour mon père et ça marche très bien. Donc on peut le mettre dans sa vie perso. Mais parce que les gens sont des célébrités dans ta vie perso. Voilà, on aime voir des gens qu'on connaît. Voilà, mais le truc middle, intermédiaire, corporate, le Fast and Curious ne marche pas. Alors, je voudrais qu'on revienne quand même, parce que c'est pas l'objet, mais raconte-moi quand même un peu cette histoire de Silicon fucking Valley. Donc, c'est je pose juste le contexte. C'est une mini-série de combien, 4-5 épisodes 6 de 15 minutes chacun, que vous avez tourné en 11 ou 12 jours dans la Silicon Valley, et vous aviez en fait un guide qui vous a fait traverser la Silicon Valley, qui est en fait le fondateur de Siri. Mais raconte-moi un peu l'histoire. Pas de problème. Alors du coup, c'était absolument pas prévu que je fasse de la vidéo dans ma vie. C'était encore moins prévu après que je me retrouve à faire un documentaire. Je n'avais pas pensé faire du tout un documentaire un jour, ça me paraissait hors de portée et trop sacré. Et il se trouve qu'on rencontre Luc Julia à 2 reprises. Donc Luc Julia, le co-créateur de Siri, qui habite dans la Silicon Valley et qui ne porte que des chemises hawaïennes. Je pense que c'est vraiment qui est un peu barré, qui est français. Qui est français, qui a la citoyenneté américaine quand même, et qui est un peu fou, mais qui est surtout devant les caméras, un peu moins en privé. Et du coup, avec Baptiste, Judith Shelley, qui était un journaliste vidéo dans mon équipe, on fait 2 interviews avec lui, une dans la Silicon Valley où il nous raconte l'histoire de Siri, une autre à Paris où il nous raconte les secrets de la Silicon Valley. Et on sent qu'il y a vraiment quelque chose avec lui parce qu'il parle différemment, il gesticule différemment, il y a pas de langue de bois, il nous dit des choses sur la tech comme personne ne les dit. Et puis surtout, on va pas se mentir, on voit les audiences que font les vidéos avec Luc Julia quand c'est bien monté. C'est des millions de vues à chaque fois et des commentaires de gens qui sont un peu transcendés par ce qu'il dit, quoi. Et donc, un jour, je vais voir Baptiste et je lui dis « Baptiste, tu penses pas qu'il faudrait faire quelque chose de plus long avec Luc Julia et faire un road trip avec lui dans la Silicon Valley pour qu'il nous montre tout ce dont il nous parle ?» Il me dit oui tout de suite. Luc Julia, on lui propose, nous dit ah bah ça tombe bien, j'écris un livre justement sur l'histoire de la Silicon Valley, pourquoi pas, j'ai un agenda de ministre mais on trouvera le temps. Et le plus dur, c'était de proposer ensuite à Combini, parce que Combini n'avait pas l'expérience du documentaire, n'a jamais vendu de documentaire à une chaîne. Nous, on voulait vendre le documentaire à une chaîne. Et donc, je suis retourné voir mes anciens amis d'Effervescence, parce qu'on est resté en contact. Ils ont trouvé l'idée, ils ont tout de suite, le producteur Cyril Pennec a tout de suite compris le concept, a dit OK. Et c'est produit par Effervescence. Voilà, c'est coproduit par Effervescence. Arte comprend tout de suite le concept et dit OK, on va le faire, mais pour le web, parce que ça a l'air un peu barré, on va quand même pas le mettre à la télé. Et en plus, c'est des gens de Combini, on sait pas trop ce qu'ils valent. Et donc, ça se vend très vite. Et la solution qu'on trouve pour faire ça, c'est une coproduction. Je ne sais pas si ça existe beaucoup dans le milieu, mais une coproduction entre une boîte de prod rodée au documentaire, Effervescence, et Combini, du coup, qui n'a jamais fait de documentaire, et on se partage les tâches comme ça. Donc, Effervescence fait toute la production, parce que c'est vraiment leur cœur de métier, et Combini apporte surtout l'identité artistique. Alors nous, Baptiste et moi, une partie de notre temps est consacrée au documentaire, et aussi toute la DA, parce que Combini, ils sont super forts en direction artistique. Moi je dirais aussi quand même, non le ton. Je trouve que le ton est très proche de Combini quand même. Alors c'est un documentaire avec le ton de Combini, mais c'est, en fait le ton c'est Baptiste et moi, c'est nous qui l'amenons. Mais si on regarde juste plutôt à l'échelle de Combini, ils mettent quelqu'un spécialement, Jordan, sur la direction artistique. C'est-à-dire le logo, les cartes, on s'en rend pas compte, mais c'est un temps fou de penser comment faire des cartes qui s'intègrent bien dans un documentaire, la manière de présenter les personnages. Il y a énormément de travail sur la direction artistique, c'est vraiment le gros point fort de Combini, et donc ils acceptent de se mettre là-dessus, quoi. Et vous partez 12 jours. On part 12 jours.
Et vous avez réussi à produire effectivement ces 6 épisodes donc de 15 minutes. de 12-13 minutes, 15. C'est vraiment dingue. C'est une exploration de la Silicon Valley avec un œil. Enfin, c'est très drôle. On apprend plein de choses. Et vous avez eu des prix, hein, non? Est-ce qu'on a eu M'avait semblé. Peut-être. Non, on a appris qu'on était nominé pour Paris Science Festival pour l'épisode 5 sur l'intelligence artificielle. Donc on sera parmi les nominés, on ne sait pas si on sera lauréat, donc pour notre épisode le plus scientifique de la série, donc c'est sur l'intelligence artificielle quand on remonte aux origines de l'IA et comment ça a été fait. Après, non, on n'a pas eu de prix, mais on a eu plein de bons commentaires sur YouTube, et ça n'a pas de prix. Non, mais on est super contents, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà. Ça, voilà. Ah bon? Oui. Bah non, parce qu'on a fait... il y a un second degré, c'est ça? Il y a deux choses, c'est qu'on a fait le ton Combini et le rythme de Combini ultra rapide sur Arte, et il y en a dans les commentaires, on sent, ils aiment pas parce que c'est trop rapide pour eux, mais nous, c'est notre manière de faire, et on dit, on est désolé, mais nous, on voulait le faire comme ça. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi de l'edutainment sur la région la plus politique du monde. Et je pense que les personnes les plus engagées qui veulent le plus d'approfondissement intellectuel ou politique avec un documentaire comme ça, elles sont pas rassasiées parce que ça creuse pas assez les idéologies de la Silicon Valley. Oui, il y a des. Oui, effectivement, il y a. On pourrait effectivement explorer les rapports avec la politique et aussi d'ailleurs l'extrême droite qui est pas suffisamment connue. Enfin, on va. Enfin, bon, c'est pas l'objet. Mais on y allait en fait. Plusieurs mois avant Trump et avant le rebasculement. Donc, oui, mais il y a la Rand Foundation qui était quand même très liée au mouvement hyper conservateur. Reagan vient de la Californie. Il y a quand même c'est pas hyper nouveau ce qui se passe en ce moment, effectivement, avec les big tech qui sont en train d'aller, donc PayPal, etc., qui penchent vraiment sur du côté, pas libertarien, voire un peu extrême droite même. Il y a des racines qui auraient pu être explorées, mais je pense que, on peut pas tout voir dans des épisodes, effectivement. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses, on apprend pas mal de trucs et le ton est très, très drôle et il y a un cliffhanger à chaque fois. Enfin, t'as envie de continuer. On l'a créé comme une série, comme une mini-série. Alors, parlons des échos. Et justement, juste peut-être avant de rentrer dans les séries, ça ne t'a pas donné des envies de documentaire, justement, et de pouvoir importer ce type de format sur les échos, dans l'offre des échos? Si. Alors là, pour l'instant, aux échos, on n'arrive pas encore à... Alors, on prend le truc par la fin, mais on n'arrive pas à produire encore de documentaire. Parce qu'un documentaire, ça coûte cher, c'est du temps, et c'est pas, j'ai l'impression, je suis pas producteur, mais j'ai pas l'impression que ce soit l'activité la plus rentable au monde, dans le cadre traditionnel. Quand Inoxtag, il a ses 7 sponsors au début de son documentaire, là je pense que et des millions de vues sur YouTube, c'est très rentable, c'est l'exception. Mais diffusion sur TF1, etc. Diffusion sur TF1, puis en salle. Voilà. Bon là oui, mais un documentaire classique pour un média qui cherche à faire des rentrées d'argent, je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Mais on a quand même envie ça m'a évidemment donné envie de refaire un documentaire, parce que le documentaire, c'est ma plus belle aventure éditoriale. Donc, réflexion en ce moment à fond sur des sujets économie et tech. Alors, et justement, rentrons dans l'idée et comment vous concevez l'ensemble de ces séries. D'abord, peut-être, parlons de l'objectif. Est-ce que tu dirais que ta feuille de route, c'est une question, est-ce que ta feuille de route, c'est de contribuer à rajeunir l'audience des échos? On comprend que tous les médias ont cet enjeu, tous les médias historiques, traditionnels, les grands médias nationaux ont cet enjeu de rajeunissement de l'audience. Est-ce que c'est ta feuille de route? Ouais, je pense que c'était vraiment l'objectif affiché en faisant la refonte vidéo, c'est de rajeunir un petit peu la marque des échos. Et donc là, ils ont décidé de passer par la vidéo. Et voilà, essayer de montrer que les échos est aussi là en vidéo et veut toucher les plus jeunes. Et c'est le but numéro 1. Le but numéro 2, évidemment, un peu plus tard, c'est d'essayer de rentabiliser les vidéos. Mais ça, c'est plus compliqué. D'accord. Tu dirais que vous n'êtes pas encore là? Non. On est 8 en vidéo. Ça fait 8 salaires à payer. Et pour l'instant, on a des sources de revenus avec les pubs sur YouTube, on a des sources de revenus avec la monétisation sur le site,
On commence à avoir du brand content, mais ça, c'est pas nous qui nous en chargeons parce que c'est séparé. Il y aura peut-être des partenariats. Et c'est K-Pop SP chez Les Échos. Ouais, c'est une équipe à part et c'est notamment... Avec qui on bosse. Ah, avec qui vous bossez, d'accord. Okay. Et je sais pas. Ok. Et alors, du coup, c'est le but à terme, c'est aussi d'arriver à l'équilibre. Mais ça, c'est plus un pari sur le moyen terme, quoi. D'accord. Donc, l'objectif rajeunissement, et il n'y a pas un objectif aussi d'obtenir des abonnements. Dans le meilleur des mondes, on aimerait bien. Mais pour l'instant, je pense on n'arrive pas à se dire, on essaye, mais on n'arrive pas à se dire qu'une personne va passer d'une vidéo YouTube au journal. On le dit en fin de vidéo. Enfin, là, on commence à mettre dans les descriptions YouTube des liens vers les articles des Échos. Peut-être que ça amènera vers les Échos. On va réfléchir à la rentrée à faire un épisode en 2 parties et peut-être mettre la 2e partie sur le site. C'est pas sûr encore, pour voir si les gens vont sur le site et s'inscrivent, même si le contenu est gratuit. Au moins, ils sont allés sur les Échos, ils ont vu les Échos. On aimerait bien qu'il y ait le plus possible ce jump, mais pour l'instant, on pense qu'il n'est pas fait. Parce que par exemple, on a interrogé Gilles Tanguy de l'Informé. Eux produisent pas mal de short vidéos, des petites vidéos verticales. Où ils reprennent l'essentiel, mais pas la totalité des enquêtes qu'ils sortent. Ils misent beaucoup sur le scoop. Et évidemment, pour pouvoir accéder à l'ensemble du contenu, tu dois t'abonner. Et ça marche, il a dit ? Alors, je suis curieux. Il m'a dit que oui. Ouais. Non, mais c'est une forme de question. C'est pas c'est des pistes sur lesquelles vous réfléchissez ou... Non. En fait, nous, on va dire qu'on ne tisse pas des. Il y a un peu moins de scoop aux Échos. C'est moins la nature du journal. Donc, on ne mise pas sur les scoops ou sur les contenus. On choisit ça je peux y revenir un peu. On choisit nos sujets de manière un petit peu indépendante. Par contre, dès qu'on peut, et on est très content, on fait intervenir les journalistes des Échos parce qu'ils sont trop bons dans leur domaine et ils nous sauvent nos vidéos. Enfin, à la manière de ce que faisait déjà le podcast La Story, ouais. Des Échos, ouais. de façon historique, et effectivement c'est super. Alors rentrons justement dans l'offre éditoriale. J'ai lu quelque part que tu disais, nous on parle de business stories. Ça définit bien les choses. Ouais, en fait en arrivant. Bon, il y avait une chaîne YouTube avec déjà des vidéos qui avaient bien marché. Il y avait déjà quand même, il faut le dire, 260 000 abonnés. Ouais. Il y avait notamment 2 journalistes vidéo qui étaient là depuis très longtemps et qui avaient fait des bonnes vidéos. C'était Raphaël Laurent et Olivier Armand. Et ils avaient fait. Et donc il y avait déjà une chaîne YouTube avec des abonnés qu'ils avaient bâti eux-mêmes et donc des vidéos qui avaient bien marché. Uh-huh. Et moi, j'ai regardé un petit peu. Et je me suis dit, bon, parmi les vidéos qui ont le mieux marché et parmi ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui me plaît le plus ? Et là, je me suis dit qu'il fallait peut-être, dans un premier temps, prendre une direction business stories, c'est-à-dire raconter l'histoire d'une entreprise ou d'une marque et les décliner sous différentes formes. Donc 80% de notre ligne éditoriale, 70% de la ligne éditoriale à peu près, c'est des business stories et on a 4 formats de business stories spécifiquement et le reste c'est autre chose. Alors vous avez Saga, on raconte l'histoire d'une marque et finalement un peu la réussite d'une entreprise. Ouais, généralement donc généralement la particularité de la Saga, c'est que c'est une histoire longue qui a des histoires, on aime bien quand il y a des histoires de famille et on privilégie, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande pour ça des entreprises françaises. Oui, je l'ai lu quelque part aussi, tu le disais. Business drama, ouais. Alors c'est le contraire. Là, non, business drama, c'est le contraire de Secret Sauce souvent. Je le vois plutôt comme ça. Moi. D'accord, dis-moi. Donc Secret Sauce et business drama, vas-y. Alors, du coup, à côté de Saga, qui ressemble un petit peu, mais qui est un peu différent quand même, il y a Secret Sauce. Et donc Secret Sauce... Pour moi, c'est un peu le modèle, ce qui a fait la réussite. Ouais, ce qui a fait la réussite. Voilà. Et là, on essaye plus, comme c'est une boîte plus jeune... Et on essaye là, la différence c'est qu'on essaye d'avoir en interview le fondateur et d'avoir une interview dedans du fondateur qui nous explique la recette. C'est la différence avec la Saga.
Parfois, on va pas se mentir, on ne sait pas trop si on doit mettre une vidéo dans Secret Sauce ou Picard, parce que je pensais à Picard, dans Secret Sauce ou Saga, parce que ça se ressemble un peu. Donc Picard, on a hésité, on savait pas s'il fallait le mettre en Secret Sauce ou en Saga, mais finalement on l'a mis dans un dernier truc, décryptage, je pourrais en parler après. Donc Secret Sauce et Saga se ressemblent un petit peu. Secret Sauce quand même a été incarné par un journaliste jusqu'à maintenant, l'a dit. C'est la différence aussi avec Saga. Et je dirais que business drama qui raconte quand un business ne va pas bien et quand il y a des soubresauts économiques ou humains, c'est plutôt l'opposé de Secret Sauce. Vous aviez ouvert avec ça, non ? Avec Business Drama. Moi, j'ai en tête l'épisode qui a été tourné avec Charlie Perrault, qui était dans l'incarnation sur The Family. Et ben alors ça, The Family, c'était avant que j'arrive. Ah d'accord. Ouais, et c'est pas un business drama, c'était une catégorie avant de... Il y avait un format qui s'appelait Ça s'explique. Bon, ça prouve qu'il était peut-être pas assez rentré dans les têtes, qui s'appelle Ça s'explique, où c'était une grande explication, souvent macro ou économique. Et ils avaient fait rentrer le format The Family avec Charlie Perrault dans Ça s'explique. Mais c'est un bon candidat à business drama. Ah bah sinon, s'il fallait le refaire, il serait tout de suite ce serait le plus beau des business dramas. D'accord. Et alors donc vous avez Plancarte, qui est plus inattendu. Donc ouais. tu peux. Alors Plancarte, c'est avec Jules Grandin. Jules Grandin, il est cartographe aux Échos, donc il a beaucoup fait de cartes pour le print et pour le web. Et il avait commencé à faire à vouloir faire de la vidéo avec de la carte, et ça avait commencé avant que j'arrive avec la minute cartographique. Et il avait envie de faire des contenus plus longs, plus élaborés, et il m'a cité des références qu'il avait sur YouTube, qu'il adorait, je connaissais pas, c'était Mapman par exemple et tout. Et donc je me suis dit qu'il fallait tenter de trouver un format avec Jules. Et donc il a un format YouTube qui s'appelle Plancarte, qui est toutes les 2 semaines, où il essaye d'expliquer l'économie à travers une carte inédite qu'il crée. C'est un peu comme les dessous de la carte, mais des cartes, mais plus anglais économie. En anglais éco. Ouais. Alors on va pas tous les faire, mais vous avez aussi Macro, qui est plus macroéconomie. Voilà, Macro, un peu plus dur parce que plus explicatif et plus abstrait. Si on allait vers les business stories, c'est parce que j'avais envie de faire des histoires et que je me suis dit que c'était sur YouTube, les gens sont avides d'histoires bien racontées, de récits. La macro, ça l'est moins, c'est plus, ça a tendance rapidement à être un exposé, donc on trouve plein de petits trucs pour pas que ce soit un exposé et que ce soit le plus possible une histoire. Mais voilà, c'est un plus gros challenge. Donc macro, 1 fois par mois avec Élise. Là, on a toujours la même incarnante et fait en collaboration avec une boîte de prod qui est connue dans le milieu qui s'appelle Upian. Oui, c'est ça. Alors, ça fait partie des questions que j'allais te poser. Donc il n'y a que cette série qui fait avec Upian. Il n'y a que celle-là. Et eux, ce qu'ils font, c'est toute la post-prod, donc les graphismes, les choses comme ça. Et alors eux, ils nous accompagnent. Comme elle est plus costaud économiquement, on a un apport éditorial sur le déroulé, sur le script et sur les sujets, sur le script, pour être sûr que ce soit bien verrouillé d'un point de vue économie et qu'on raconte pas de conneries. Et ils ont aussi des super bons motion designers. Et donc ils font tout le motion design. C'est un format où il y a plus de motion design parce que c'est de la macro, parce que c'est plus abstrait, et donc il y a moins d'images vidéo, donc on en a plus besoin. Et voilà, ils sont là surtout là pour l'accompagnement. Des historiques du web reportage qui travaillaient pas mal avec Arte aussi. Ils travaillaient avec Arte, ouais. Ils ont fait beaucoup de docu interactifs. Oui, de web documentaire. Oui, de webdoc, ouais, de webdoc. Ok, macro. Et les 2 derniers, Cashflow et décryptage. Alors, Cashflow, c'est un... Alors, il y a une petite entreprise qui a été incubée et rachetée aux Échos, qui s'appelle Datagora. Et Datagora, c'est une petite équipe éditoriale qui adore aller fouiller dans les études. Et donc là, comme on voulait aller dans les business stories, je leur ai proposé d'aller fouiller dans les rapports des boîtes. Et donc, ils vont vraiment se les farcir, et c'est un gros travail et assez... Je pense assez difficile, où je leur dis, mais où on essaye de raconter comment une boîte, enfin les sources de revenus inattendues d'une boîte. Donc on a fait la Poste, la SNCF, les aéroports de Paris. On se rend compte qu'on ne sait pas du tout en fait quelles sont les activités des boîtes, et ça marche assez bien. Décryptage, c'est le dernier truc sur notre chaîne YouTube. C'est quand on ne sait pas où mettre les sujets. On les met en décryptage. Ils font 5 minutes, ça nous arrange, et parfois ils marchent aussi très bien. Bon, c'est quoi la secret sauce de ces séries ? C'est-à-dire en fait là,
d'abord, comment vous trouvez ces idées? J'imagine que c'est un travail avec l'ensemble de l'équipe, donc des 8 journalistes que tu évoquais tout à l'heure. Et quelle est la secret sauce au sens, c'est quoi ton écriture? Qu'est-ce que finalement, après 10 mois, sur quoi tu t'appuies pour créer ces séries et faire en sorte qu'effectivement, elles rencontrent leur succès? Alors, pour trouver les sujets, il y a 2 réunions hebdo entre les journalistes, entre nous 8, le lundi et le mercredi. Et il y a surtout la réunion du lundi qui est plus éditoriale, et celle du mercredi, elle est plutôt sur la programmation. Déjà, ce qui nous aide beaucoup, c'est que dans nos têtes, on a une grille à tenir, c'est 3 vidéos par semaine. En fait, pour moi, ça paraît bête, mais c'est la première chose, c'est d'avoir un objectif de parution. La régularité, c'est fondamental. Ben ouais, c'est fondamental. Et on l'avait pas, moi, j'en souffrais chez Combini. Ouais. À part certains formats, donc le Small Talk, ils l'ont, c'est très bien. Le Vidéo Club, ils l'ont à peu près, c'était où on avait un club par... Le Vidéo Club, c'est ils prennent un réalisateur qu'ils emmènent dans un vidéo club, mais qui a été décliné en jeu vidéo club, en manga club, en pets club, en plein de trucs drôles. Ouais. Il y avait une régularité, c'est aussi qu'il y avait un club par semaine, ça nous fixait une boussole. Et le reste, on n'arrivait pas suffisamment à avoir une régularité, j'en souffrais. Et donc là, j'ai été maniaque là-dessus. En arrivant, j'ai pris... Excel ou Word, je sais plus, grille de programmation et 3 vidéos longues, quand je dis longues, c'est pas super longue, c'est plus de 5 minutes, mais généralement elles font 10 minutes. Donc 3 vidéos de 10 minutes par semaine pour YouTube, et c'est notre objectif. On se dit qu'on peut faire ça en étant 8. Et donc mardi, jeudi, dimanche, 3 vidéos. C'est déjà pour moi la base en fait. Et selon toi, c'est fondamental. Pourquoi? Pour l'audience, c'est-à-dire en fait pour donner un rendez-vous à l'audience, ou pour se mettre dans des urgences, dans des bouclages. Quelle est la... Alors, il y a 3 choses. Je pense que l'audience n'a pas remarqué encore qu'on faisait 3 vidéos par semaine. Ils le savent quand c'est des rendez-vous incarnés très très forts. On n'en est pas là. Mais ils sont pas en train d'attendre leur rendez-vous bimensuel ou je sais pas quoi. Ça, ce serait bien, mais on n'en est pas là. Après, il y a tous ceux... Enfin, tout le monde dit que pour YouTube, c'est mieux d'être régulier. Alors moi, je ne sais pas si c'est vrai, parce que je ne sais pas à quel point c'est vrai et à quel point il faut vraiment publier avec régularité, parce que je pense que les algorithmes de YouTube sont foncièrement insondables et on les comprend pas. Donc on dit que c'est mieux, mais vraiment la raison numéro 1, maintenant, je m'en rends compte. Au début, je le faisais plus pour YouTube, mais... C'est pour nous. J'ai interrogé Denis Robert, le patron de Blast, Stories aussi, et il me disait ça. Il me disait il faut être à 3 vidéos par semaine. Par contre, faut pas en publier trop non plus. Il avait même créé à l'époque un deuxième channel YouTube pour d'autres types de vidéos, parce que si tu en publies trop, là, il voyait en fait les audiences se dégrader. Peut-être. On n'a pas fait. Ouais. Mais on a des chaînes qui publient une vidéo par semaine et qui cartonne parce qu'elle est attendue. Donc, je sais pas s'il y a... C'est l'autre truc, c'est réussir à s'inviter dans les vidéos qu'on écoute toutes les semaines, par exemple en courant, etc. C'est le grand truc des podcasts. Et là, tu es obligé d'être hebdo. Enfin, je sais pas. Hein, ouais, bien sûr. Et alors, du coup, je dirais quand même que les 3 vidéos, c'est pour nous, c'est le plus important, c'est le plus structurant. Et en plus de ça, donc qu'est-ce que j'allais dire ? On fait les petites vidéos d'actu. Oui, parce que quand on revient, il y a quand même pas mal de choses que moi j'ai repérées, donc je voulais te faire réagir là-dessus. Donc des formats qui sont entre 5 et 15 minutes, souvent plus proches du 15 minutes. Hein. Ouais, ils n'ont pas le droit normalement. On a mis 10 minutes de maximum pour tenir nos délais, mais... ça monte jusqu'à 15 minutes et j'ai du mal à gronder quand ça dépasse et quand on approfondit. Je veux dénoncer personne alors. D'accord. Mais on le sait. Mais... Ton objectif c'est 10 minutes en fait. C'est 10 minutes, mais si ça dépasse. Alors les journalistes, parce qu'on l'a pas dit, ils ont 10 jours pour faire une vidéo. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'avec nos 3 vidéos par semaine, on a fait un calcul. On leur a dit vous avez 10 jours pour faire votre vidéo, 10 jours ouvrés, enfin donc 5 jours plus 5 jours. Donc c'est sur 2 semaines. Et
Ça, pour certains journalistes, on s'est beaucoup renseigné. Pour certains journalistes, ça peut paraître relax parce qu'il y en a qui construisent des 10 minutes, qui les construisent en une semaine ou en 5 jours. Mais je pense que pour faire des vidéos avec avec de l'économie, où il faut approfondir, où il faut aller chercher des images, où on galère à illustrer, c'est la bonne durée. Et donc là, ils enquêtent eux-mêmes, ils tournent eux-mêmes et ils montent de A à Z. Donc il faut tout. Et puis, il y a, donc, tu le disais, il y a des interviews de journalistes, il y a des interviews d'experts externes ou comme tu dis, de business owners, de gens qui sont partis des sociétés sur lesquelles vous enquêtez. Donc, il y a quand même pas mal il y a des images supplémentaires qu'il faut aller chercher, j'imagine, sourcées dans vos bases AFP, etc., etc. Donc, ça fait quand même pas mal d'éléments à ajouter. Et un habillage différent pour chacune des séries. Ah ouais, pour l'instant, le seul habillage qui diffère, c'est le générique. On a un petit logo qui est différent pour chaque format. C'est la seule chose qui diffère. Après, le studio, c'est le même. Le studio, c'est le même. Et il faudrait qu'on arrive, parce qu'on nous le dit quand même, à différencier un peu plus les formats. Et donc, il y a l'incarnation. J'ai oublié de dire l'incarnation. Donc ça, toi, t'estimes que c'est quelque chose de fondamental, d'important, d'incarner les programmes? Alors, je le pensais, mais en fait, j'ai plus trop de religion là-dessus parce que il y a des formats, il y a des vidéos qui ont très bien marché sans incarnation. Il y a des scores, la vidéo sur Jiffy, le plus gros score qu'on ait fait depuis depuis janvier, donc un business drama parce que Jiffy n'allait pas bien. Elle a fait 1 million de vues en janvier et pas d'incarnation. Donc, j'étais persuadé. Parce que moi j'avais une question, c'était est-ce que c'est le drama ou la saga qui marche le mieux? En fait, t'as Rafale aussi qui a très bien marché, j'ai l'impression. Ouais, Rafale a été fait avant que j'arrive. La folle histoire du Rafale fait 500 000 vues, ça a cartonné. Dès qu'on parle d'aviation sur YouTube, les gens adorent. Et si c'est une success stories dans l'aviation française, alors là, les gens ils exultent. Et de mémoire, elle n'est pas incarnée non plus. Elle n'est pas incarnée non plus, Rafale. Donc, du coup. Mais du coup, par contre, il y a des vidéos incarnées qui ont aussi très bien marché. Par exemple, celle qu'on a fait, un business drama sur la Ligue 1. J'ai que les chiffres YouTube en tête, j'ai pas ceux du site. 115 000 vues pour un business drama de coton de 15 minutes avec pas beaucoup d'images, incarné par Harold. Je trouve ça super. Ou encore une secret sauce sur Dassault Systèmes, donc, où on parle d'un logiciel pas évident à incarner. On a retrouvé le fondateur. 220 000 vues sur Dassault Systèmes, alors que c'est pas facile. Incarné aussi. Donc en fait, ça peut marcher en incarné ou en pas incarné. Donc maintenant, je me prends plus trop la tête. On incarne si les journalistes ont envie d'incarner et on incarne si on manque d'images. Et ça a quand même aussi une vertu, c'est que ça montre aussi la rédaction des Échos. Ça montre, ça a une vertu au niveau du journal. Enfin, c'est une question. Oui, en fait, moi, j'aime bien quand même quand c'est un. J'ai quand même, je pense, une petite préférence pour l'incarner. J'assiste à tous les tournages et j'adore quand on fait le tournage et quand on réfléchit à l'intonation, comment on va dire les choses. J'ai toujours tendance à penser qu'en voyant le journaliste, les gens vont un peu plus s'attacher à la chaîne via les journalistes. À la fin, ils peuvent dire le petit mot abonnez-vous et je me dis que ça va toujours créer la petite connivence supplémentaire. Mais après. Il y a que 10% des gens. Non, parce qu'en plus, non, mais il faut le dire dans l'autre sens. Il y a 90% des gens qui nous regardent sur YouTube qui ne sont pas abonnés. Donc, je me dis, en voyant l'incarnation, ils vont se dire, c'est des humains derrière les Échos. Il y a le chapitrage aussi de chacune des vidéos, que je trouve chapitre 1, chapitre 2. On fait les petits chapitrages à chaque fois. Donc il y a une écriture quand même un petit peu commune. Enfin, il y a une cohérence un peu d'ensemble dans la façon de raconter les histoires. Ouais, la petite cohérence, du coup, écriture. J'ai fait, en arrivant, on a beaucoup revu la manière d'écrire les scripts. Phrases, alors on a fait des phrases beaucoup plus courtes. Avant, les phrases faisaient 2-3 lignes. J'ai vu ça, j'ai vu que tu faisais la chasse aux phrases. Je fais la phrase aux chasses longues. Sur les Google Docs, je suis impitoyable. Phrases
Ou attends, quand c'est un style un peu trop écrit, alors que c'est censé être de l'oral, j'adore l'écriture, mais je pense qu'il faut juste séparer l'oral de l'écriture. Je leur mets trop écrit en commentaire et je leur dis ou trop littéraire. Et il faut simplifier. Je demande aussi des petites blagues parfois ou des petites respirations et j'autorise le langage familier et argotique, ce qui n'était pas gagné d'avance, dans la mesure du raisonnable, mais je pense qu'il faut en vidéo, on peut se permettre de mettre un peu de familier ou un peu d'argotique si c'est bien dosé. Et il n'y en avait pas avant. Et les retours internes, ça va, ça se passe bien? Ça va à peu près bien. J'ai pas trop. Non, une fois on m'a demandé de supprimer 1 ou 2 mots, mais globalement tout passe. D'accord. D'ailleurs, c'est un peu dans le ton aussi de la titraille du 18-20, qui est donc la nouvelle application qui est sortie il y a quelques mois maintenant. Sur les échos. Une nouvelle section sur l'application. Une nouvelle section, et donc à 18h avec des cartes et avec des titres qui sont retravaillés. Ils font un énorme travail de titraille. Et aussi pour que leur titre, un petit titre qui réponde à une grosse image, ce qu'on appelle une card. Ouais. Et donc il y a aussi ce gros travail de retitrail pour que ce soit un peu plus simple. J'ai trouvé qu'il y avait une famille, en tout cas, il y a de ton entre les vidéos que vous faites et les cards du 18-20. Ouais, mais là, si tu veux, je vais te lire, on va lire les derniers. On lit les 3 derniers titres YouTube. Allez. Parce qu'on se prend beaucoup la tête sur les titres. Non, mais c'est terrible. Donc, il faut, voilà. Par exemple, et on essaie de faire un petit truc malicieux à chaque fois. La dernière qui est parue hier, l'Irox, la nouvelle torture des CSP+. Et ce truc est dingue, d'ailleurs. Oh, mais je connaissais pas, c'est le nouveau CrossFit. C'est le nouveau CrossFit. qui est encore un peu plus taré. Comment Ben & Jerry veut sauver le monde, entre parenthèses, et Gaza. Parce que Ben & Jerry est une boîte très très engagée. Ou comment Picard a brisé la glace. Ah. Voilà, et parce que Picard a commencé avec des glaces, avec des gros blocs de glace. Ouais, il y a un vrai travail de titraille, ça effectivement on le sent, qui est aligné avec le ton de la vidéo derrière, parce qu'en fait c'est quand même plus détendu. C'est plus détendu et je suis content parce que ils ont fait, en fait, c'était un peu le pari des échos, c'est est-ce qu'on fait venir quelqu'un de Combini ? Si on fait venir quelqu'un de Combini, moi je viens d'un truc hyper détendu ou enfin hyper familier où c'était où c'était très très relâché. Les échos beaucoup plus, c'est normal, c'est les lecteurs à son histoire et son lectorat. À quel point on accepte d'exfiltrer quelqu'un de Combini, et donc ils ont accepté les noms anglais des formats et le vocabulaire plus détendu. Alors on va passer à l'exécution. Passons à l'exécution. Donc tu me disais, tu as 8 journalistes donc dans l'équipe. Hein. Enfin on est 7 plus moi, 8. D'accord, vous êtes 8 au total. Comment ça se passe ? Donc 2 conférences de rédaction. Le lundi, chacun va proposer des sujets sur les prochaines vidéos. Enfin, voilà, le lundi, on fait une conférence de rédaction classique. Voilà. Classique avec un tour de table obligatoire où chacun est obligé de parler. Et je torture tout le monde. Et là, les gens apportent leurs nouvelles idées et on en débat pour voir si ça nous paraît bien ou pas. Et parfois, je dirais que la plupart du temps, les idées naissent dans notre configuration individuellement, mais parfois, c'est en ayant une discussion collective qu'on trouve une idée. D'accord. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'idées que vous avez, mais que vous n'avez pas la possibilité de produire, enfin le temps de produire, parce que c'est donc 10 jours de production. Vous êtes 8, donc toutes les, voilà, c'est pas 8 vidéos à produire dans la semaine. Donc si chacun vient avec une idée, évidemment il y a des idées qui vont pas être retenues. Enfin, Non, elles sont quasiment toutes retenues. On arrive à quasiment tout faire pour l'instant. Ah d'accord. Généralement, on tue une idée si l'histoire derrière la création d'une boîte n'est pas très forte. Je ne sais pas, le seul exemple qui me vient, c'est Big Mama. Si tu as 8 idées dans la semaine et que tu t'en produis 3. Ah non, il n'y a pas une nouvelle idée par semaine. D'accord. Mais celle par exemple, pour l'instant, celle qu'on n'a pas faite, je pensais que ce serait génial à raconter, c'est Big Mama, donc les restaurants italiens
fondé par les deux gars là, je sais plus comment ils s'appellent, et on n'a pas encore, une journaliste a creusé, a dit non mais l'histoire est pas très intéressante. Bon bah on sait pas trop quoi raconter, même si c'est une success story, donc on l'a pas fait pour l'instant. D'accord. Et une fois que vous avez décidé des sujets, donc chaque journaliste est responsable complètement de son sujet. Et de la conception du script jusqu'à la production et le montage. Ouais. Comment vous Alors, on fonctionne en script. Donc, le journaliste écrit un script. Alors, généralement, il va d'abord tourner ses interviews avant d'écrire son script pour avoir la matière. Ensuite, il écrit son script. Et ensuite, il y a un petit ping-pong parce que moi, je relis tous les scripts et il y a une V1 et souvent une V2. Au début, il y avait des V3, des V4, mais maintenant, on va beaucoup plus vite et on est plus efficace. Donc, généralement, après la V2, c'est largement bon. Et ensuite, ils montent eux-mêmes sur Premiere. Ils savent tous très bien utiliser Premiere de A à Z. Et donc, ils montent sur Premiere. C'est comme ça que vous avez conçu l'équipe, hein, que tu as conçu l'équipe. Bah ouais, quand on recrute des journalistes vidéo polyvalents. Alors l'équipe, quand je suis arrivé, elle était déjà quasiment toute constituée. Ils avaient rassemblé, il y avait déjà eu des recrutements et il y avait déjà eu aussi en interne comme en externe. Donc en fait, quand je suis arrivé, il y avait déjà 7 journalistes. D'accord. Entre-temps, il y a eu un petit turnover, donc il y a eu des petits changements, mais quand même, les gens étaient déjà là et ils savaient tous tout faire. Cadrer, enquêter / écrire, cadrer, trouver les intervenants, cadrer et monter. On a quand même un tout petit peu d'aide. On a des monteurs freelance à mi-temps qui nous aident. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir un petit peu, comme ça les journalistes, ils n'ont pas tout le temps la tête dans le guidon. Donc ils ont un peu d'aide en montage ponctuellement sur certains sujets. Et on a une motion designer, Marianne, qui est là à mi-temps aussi. Et c'est elle qui a refait toute la DA des formats, donc qui a fait tous les logos, qui fait toute la charte graphique des vidéos et qui fait aussi tous les motion design ponctuels pour les vidéos pour illustrer souvent quand il y a des chiffres. Et Marianne vient de Combini. Et ce qui m'amène à la question suivante. Donc vous ciblez un public jeune. Je te pose la question que j'avais posée à Philippe Lamarre, qui était venu ici aussi, qui est donc fondateur de Urbania. Est-ce qu'il faut être jeune pour parler aux jeunes ? C'est une bonne question. J'ai 38 ans, donc je me considère déjà un peu comme vieux. Alors chez Combini... J'étais déjà plus jeune. Hein. Mon équipe est plus jeune que moi, pas tous. Il y a une personne plus âgée que moi et les autres sont plus jeunes. Chez Combini, j'étais le plus âgé, un des plus âgés, parce que ça faisait 7 ans où il y avait un turnover de fou et je commençais à être un des dinosaures. Et je pense qu'on arrivait... Alors, on n'arrive pas... J'arrivais jamais à faire des trucs sur les dernières trends. Parce que en rap ou en truc, mais parce que j'étais complètement hors du truc, c'était impossible pour moi. Ou les dernières trends TikTok, ça me passait au-dessus de la tête et ça m'intéressait pas. Mais on peut quand même avoir trouvé des sujets pas forcément 100% jeunes, mais qui parlent. En fait, je pense qu'on est moins bon quand on est pas jeune, on est moins bon pour trouver des sujets très jeunes. Par exemple, là, j'ai moins envie de faire on l'a fait en vidéo d'actu, mais les petites peluches chinoises, là, les petits trucs chinois, les laboubou, je m'en fous un peu et c'est parce que je suis pas dans le truc. Et je sais même pas ce que c'est. C'est des petits trucs chinois qui valent des milliards maintenant et voilà. Et je l'aurais pas vu et ça m'intéresse pas trop. Mais par contre, je pense qu'en étant pas jeune, on peut quand même trouver des sujets qui a priori on pense qui sont pas des sujets jeunes, mais on est encore capable de faire en sorte qu'ils soient intéressants pour les jeunes. Et puis c'est aussi, alors lui ce qu'il me disait, ce qui est important, c'est aussi d'avoir dans l'équipe des gens qui représentent aussi les générations auxquelles on veut parler pour pouvoir remonter les sujets. Et puis après l'expérience est importante aussi. C'est ce qui se passe là. Du coup, on a des gens de 24, 25. Ça commence peut-être à un peu plus à 25, 26, et c'est très bien. Et donc il y a tous les âges. Et de toute façon, on l'a pas dit tout à l'heure, mais votre cible, c'est les dirigeants de moins de 40 ans, c'est ça ? Ouais, chez les échos, on dit les jeunes décideurs. Ouais. Donc je pense on met aussi dans cette catégorie, j'imagine, les cadres aussi. Mais c'est plus...
Et plutôt moins de 40 ans. Ouais, en fait, on vise beaucoup sur YouTube les 35 ans et c'est notre plus grosse part d'audience, c'est les 35 ans et donc là-dessus on est très content. Alors on a pas mal parlé des programmes des séries vidéo, mais comment vous gérez les shorts? Moi, ce que j'ai pu voir, ça n'a pas valeur de sondage, mais les séries sont en fait publiées en short, mais en short long format. Non ouais, en fait, il y a deux choses. C'est que déjà, on produit des vidéos d'actu de 1 ou 2 minutes tous les jours. On en met une sur les réseaux sociaux. C'est chez toi aussi, ça hein. Ça, c'est chez moi. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que les journalistes, ils adorent ça. 1 semaine sur 7, ils sont en semaine d'actu. Et donc, comme ils sont 7, c'est 1 semaine sur 7. J'allais te poser la question, voilà. Donc, il y en a un, toute la semaine, il s'occupe de ça. Toute la semaine, il fait de l'actu. Il y a beaucoup de remplacements. Ils alternent leurs jours s'il y a des intervenants ou s'il y a des tournages qu'il faut faire ou d'autres choses. Et donc, c'est leur semaine préférée. Avec un petit sourire malicieux, je dis ça, où il y a une vidéo d'actu qui est décidée... Second degré, donc. Un peu second degré. Non, mais c'est un peu chiant parce que les vidéos d'actu, c'est un peu moins stimulant. D'un autre côté, c'est aussi un peu une relâche intellectuelle et ça peut faire du bien d'avoir une semaine où on est dans des petits sujets moins exigeants. Donc la vidéo est décidée le matin et ils ont la journée pour monter une vidéo qui est publiée sur le site et sur les réseaux sociaux au format vertical. D'accord. Et là, on est sur le format short classique, non incarné, c'est jamais incarné, en voix off, qui s'appuie sur des images AFP, globalement. AFP ou AP, Reuters et Shutterstock. Vous les avez tous. Ouais. Tout le monde, tous les médias tournent avec les mêmes battes. Et aussi, au milieu de ça, on a décidé de mettre nos formats longs, donc 10 minutes, on les balance tels quels sur TikTok et Instagram. D'où la limite des 10 minutes, parce que certaines plateformes... Non, c'est la seule qu'on connaisse, il y a 3 minutes en short sur YouTube, mais ça nous concerne pas, parce qu'on met sur YouTube et on met directement la version longue. La seule limite qu'on connaisse, là, c'est 15 minutes sur LinkedIn. Ah, c'est même 10, hein. Nous avait dit 15 une fois. C'est 10. C'est 10 sur LinkedIn. C'est 10. Ah ouais. Alors, ça a peut-être changé. Ça a peut-être changé, si c'est Sandrine Chauvin, t'as dit 15, c'est peut-être 15. Non, c'est une fois, c'est notre Head of Social qui nous a dit ça. D'accord. La vidéo passait pas parce qu'elle faisait plus de 15, mais peut-être que c'est 10, je sais pas. Et sinon, on met nos vidéos au format horizontal dans un template vertical. Parce qu'on n'a pas le temps de les reboutiquer pour faire des trailers ou des teasers. On a déjà des rythmes un peu de fou. Et si on voulait la transformer une vidéo longue en short, ça prend vraiment du temps. Et ça marche ou pas ? Et oui, et ça marche. En fait, on n'y croyait pas, mais on se rend compte. Il y a des vidéos longues qui marchent, et surtout plus sur TikTok. Alors, les algos de TikTok sont les plus insondables de tous. On met des trucs de 10 minutes sur TikTok en 16-9 qui font 10 minutes et parfois ça fait 100 000 ou 200 000 et pour nous c'est bien, on est content et les gens regardent et j'ai l'impression que balancer du 16-9 sur TikTok, il y a une impression de quali. La personne qui regarde se dit « Oh chic, c'est un documentaire très quali, c'est du 16-9 sur TikTok, je m'arrête un peu ». Il y a peut-être cet effet. Donc l'idée n'est pas d'aller sur des prods un peu comme le fait par exemple Le Monde ou comme font plein de médias, pour l'instant, on y arrive. Voici Journal ou d'autres, etc. Avec souvent une incarnation et on explique un sujet, une actualité, etc. en 2-3 minutes, etc. Non, idéalement, il faudrait le faire. Ouais. C'est quand même plus smart d'avoir des incarnants TikTok et de penser des formats plus pour TikTok ou Instagram. Mais là, c'est pas là où tu mets tes œufs. Non, en fait. On a décidé de pas mettre nos œufs là, on a décidé de les mettre sur YouTube. Sur le long. Sur le long, parce que ma conviction intime, c'est que YouTube, c'est la plateforme la plus importante, la plus durable, et moi, je trouve quand même la plus intéressante. Enfin, c'est là où, éditorialement, j'y trouve le plus d'intérêt. Et Les Échos étant un journal aussi exigeant et tout, je trouve ça aussi plus naturel en vidéo d'aller vers le plus exigeant, c'est YouTube. Est-ce que sur les formats justement sur YouTube, est-ce qu'il y a une durée de ce que tu as pu voir ou dans ton expérience passée qui est cible Est-ce que finalement 10-15 minutes, c'est pas un peu trop court pour des formats longs
sur YouTube? Ouais, bah alors on n'a jamais tenté plus de 15 minutes. En fait, pour des raisons de production, en fait, parce que... Ouais, pour des raisons de production. C'est le volume, en fait, après aussi. Les seules fois où on l'a fait, les vidéos, on n'a pas osé les mettre en intégralité, on les a coupées en deux. Par exemple, il y avait comment Trump est devenu milliardaire tout en étant nul en business. Il avait bien marché, là, on l'a mis en deux parties, deux fois 10 ou 15 minutes. The Family, que tu as mentionné, deux fois 15 minutes, deux parties. Et une autre sur le Club Med, 2 x 10 ou 2 x 15, je sais plus, parce que le Club Med, il y avait beaucoup de choses à dire. On l'a mise en 2 fois. On n'a pas osé, pour tenir notre grille et avoir nos 3 vidéos hebdomadaires, on n'ose pas les mettre en une fois, en long, et je ne sais pas ce qui se passerait si on la mettait en long. Bah, c'est la question. Faudra peut-être le faire, mais il y a une petite réticence à lâcher un contenu long, si long, et c'est comme si on sacrifiait une deuxième vidéo derrière, mais on y passera peut-être. Et pour faire du long, on pourrait faire aussi plus facilement. Parce qu'en fait, faire du long, pour nous, c'est très exigeant parce qu'il faut aller chercher des images partout. C'est très, très chronophage. Ouais. Alors, il faudrait faire de l'interview filmée, ce qu'on nous recommande de faire, ce que YouTube recommande de faire en général à tous les éditeurs, ce que nos amis du Parisien, 3 étages en dessous, font et marchent. Ouais. Ils font du podcast filmé, ce qu'on est en train de faire ici. Mais on n'a pas encore l'idée, ou ni l'idée, ni le moyen, ni les dispositifs de faire un podcast long filmé adapté à YouTube. Voilà, t'anticipes sur une des questions que j'avais, c'est donc pas de podcast a priori pour l'instant dans les tuyaux. Non, en fait, on aurait intérêt à le faire parce que là, on peut balancer du long à moindre coût et faire du 30 minutes plus facilement. Mais on n'a pas encore trouvé le dispositif ou la. Je pense vraiment que s'il y avait une idée, on pourrait le tenter. On se débrouillerait dans notre petit studio pour mettre 2 micros et réussir avec 2 en fait c'est juste qu'il faudrait quand même mettre 2 caméras. Actuellement on a une caméra, mais bon on y arriverait. C'est juste la question que je me pose au quotidien, c'est qu'est-ce que je ferais qu'est-ce que je peux amener comme interview un peu edutainment sur YouTube. J'y arrive pas. Je me creuse la tête depuis 1 an pour trouver des formats d'interview, un format d'interview qui corresponde à une ligne éditoriale des Échos et de YouTube avec les patrons. Je me creuse les ménages et je trouve pas encore le concept qu'il faudrait pour faire un podcast filmé digne de ce nom, quoi. Est-ce qu'il y a des nouveaux formats, des nouvelles choses dans les tuyaux pour la rentrée Ouais, là, c'est l'été, j'ai un peu plus de temps. Donc, on est en train de réfléchir à 2 nouveaux formats pour la rentrée qui s'inscrivent un peu dans la ligne éditoriale existante. Et qui sont ? Je peux pas le dire encore. Et il y en a un où je peux pas le dire encore parce qu'ils sont pas validés. Je sais pas si mes collègues seraient très contents. Plus axé sur, je le dis juste, un plus axé sur une thématique, en particulier dans le business, mais je ne dis pas laquelle. D'accord. Et un autre qui serait plutôt un format un peu décalé d'interview de personnes face cam. On n'a pas d'interview de personnes. Moi, ça me manque parce que je viens de Combini. Ah oui, et chez Combini, on est c'est l'écriture. c'est l'école des interviews. Là, on l'a pas. Ça me manque un peu. Donc, peut-être un petit format d'interview, mais pas long. Pas le podcast filmé que je trouve pas. Alors, venons aux chiffres. Les chiffres que j'ai pu récupérer moi de mon côté, mais tu en as peut-être d'autres, donc c'est qui ont été communiqués par les Échos. Donc 3,5 millions de vues en janvier 2025, soit une augmentation de 368% par rapport à 2024, janvier 2024, et 42% de visiteurs de moins de 35 ans. Ouais. Comment tu jauges effectivement le succès de ce que vous mettez en place ? Quels sont les chiffres que tu as, toi, qui attestent qu'effectivement tu es bien sur l'objectif ? Alors, je suis vraiment très mauvais élève, je suis venu sans mes chiffres, et même quand j'avais fait la présentation à Vivatech, j'étais sans mes chiffres. Alors, le chiffre qui me paraît bien et juste et constant, c'est les 42% de visiteurs de moins de 35 ans. Donc ça veut dire que sur YouTube, là, le pari du rajeunissement, il est fait. Et ça, c'est chouette. Sur YouTube, le chiffre 386%, c'est vrai aussi, mais ça, c'était en janvier parce qu'on a fait 2 vidéos. Il y a des grosses vidéos, tu me disais ça. 2 vidéos à 1 million. Ouais. Alors, on n'a pas compris ce qui se passait.
une vidéo sur... mais en fait, on a un peu compris quand même. C'est une vidéo sur Jiffy. Et Jiffy, la vidéo était bien déjà. Merci Elena. Et en fait, on a eu le droit de récupérer les images d'un documentaire qui avait été fait sur le patron de Jiffy. On avait eu le droit de récupérer, on a demandé à la boîte de prod les images du trailer. Couleur, Oui, et en fait, on a un personnage. En fait, c'est pas pour rien que ce patron avait eu un documentaire sur lui. On peut pas faire un documentaire sur tous les patrons. Et là, le réalisateur avait eu le flair de faire un documentaire sur lui. Moi, en voyant les images, j'ai halluciné parce que je me suis dit, c'est qui ce patron ? On a eu le droit de récupérer les images. C'est un documentaire que pas beaucoup de gens avaient vu, qui était sorti dans quelques salles, mais qui était assez confidentiel. Et ça a un peu mis en lumière Philippe Genesté, je crois, de mémoire, c'est le patron de Jiffy. Et donc, il y a eu cette chance-là et que Jiffy, c'est un peu une marque qui parle à tout le monde sans que les gens comprennent vraiment ce que c'est l'histoire de Jiffy. Donc, ça a été tapé dans le mille. Et après, c'était Neom, le fiasco de la ville en Arabie Saoudite, qui a fait 1 million. Là, on s'est dit, wow, c'est beaucoup aussi. Et alors, à la fois, on était peut-être entraînés par le succès de la première, et en même temps, les gens adorent les histoires de fiasco et ils sont fascinés par les histoires de villes. Ça aussi, on l'a remarqué sur YouTube. Donc, le fiasco d'une méga ville, ça marche. J'ai retenu, c'est comme si la tour Eiffel, finalement, par rapport au projet initial, était devenue une tour de 4 mètres. Peut-être, c'est l'équivalent. Oui, parce que une ville très longue qui a été complètement raccourcie. Ok. Non, mais du coup, on compare, même sur les autres mois, du coup, les audiences, on compare les audiences sur YouTube. Je ne vais pas dire de bêtises, je pense qu'on est quand même à plus de 200%. Peut-être pas 400 là, comme c'est pour le mois de janvier, mais il y a eu une énorme progression. Je pense que c'est du x2. Et moi, je mesure quand même. Par contre, je regarde, je lis tous les commentaires. Donc, je suis très sensible aux commentaires et si les gens aiment ou aiment pas nos vidéos, j'essaye de comprendre pourquoi et ensuite, parfois, quand c'est nécessaire, j'en parle un petit peu aux gens. Et puis, je regarde les retours. En fait, là, je trouve où on aura gagné. Bon, c'est évidemment les audiences, mais c'est quand les échos se seront vraiment installés en vidéo dans le paysage médiatique. C'est vraiment là, et ça commence à se faire. Les gens nous parlent de la chaîne vidéo des Échos. Et moi, si on arrive à s'installer et à se dire, ouais, les Échos, c'est ça sur YouTube, ils ont inventé ça, bah, le pari, il est réussi parce qu'on a fait quelque chose pour l'image et la marque des Échos. Quelles sont effectivement les tendances que tu vois qu'il faut prendre? On va parler de ta routine éditoriale, mais avant ça, quelles sont, peut-être une dernière question, quelles sont les tendances que tu vois sur lesquelles il faut désormais se positionner? Alors bon, je vais pas... typiquement, est-ce que l'intelligence artificielle, ça va bousculer un peu vos méthodes de travail? Mais au-delà de ça, est-ce que tu vois d'autres médiums, effectivement, sur lesquels il faut impérativement... J'ai vu que vous aviez lancé, par exemple, une newsletter. Ouais, on a une petite newsletter vidéo qui ramène un peu de vues sur le site. Donc, quelles sont les tendances sur lesquelles tu penses qu'il va falloir que toi, du point de vue de la vidéo, tu te positionnes? IA. IA, pour l'instant, très peu d'utilisation et je ne sais pas encore. Le seul truc. On commence à voir des trucs qui sont un peu dingues en termes de production de vidéos produites par l'IA. En fait, le seul truc où, pour l'instant, on ne met pas tous le même curseur au même endroit dans l'équipe, ça fait des débats. Je pense peut-être que le seul endroit où en fait, nos concurrents le font déjà. J'ai l'impression que nos deux plus grands concurrents sur YouTube, et j'ai l'impression qu'ils le font, enfin on croit l'avoir vu, donc je mets le conditionnel et des guillemets, c'est les chaînes YouTube Actionnaire et Finery. Ils font beaucoup de business stories et finalement c'est quasiment nos concurrents directs sur les business stories sur YouTube. Et j'ai l'impression que on croit l'avoir vu, qu'ils mettent pour illustrer en fait des moments de l'histoire où il n'y a pas d'archives, ils font des reconstitutions IA. Sans le mentionner, en tout cas, c'est pas marqué. Ouais, non, c'est pas marqué forcément. D'accord. Donc, moi, mon interrogation, c'est éventuellement là. S'il y a des moments où on n'a pas d'image, s'il y a des moments où on galère pour faire rentrer les gens dans l'histoire, et si on arrive à avoir une belle image générée
pourquoi pas éventuellement en mettre, mais juste à cet endroit-là, et le préciser. Et parce que finalement, c'est peut-être aussi dans notre intérêt, parce que acheter des images de stock, ça coûte cher. En fait, on s'en rend pas compte, mais les gens de l'extérieur s'en rendent pas compte, mais la vidéo, c'est onéreux. Et à chaque fois qu'on met une image d'illustration, on la paye, on la télécharge, et c'est aussi onéreux. Et parfois même, on trouve pas du tout ce qu'on veut avec toutes les banques de données du monde. Donc, à condition que ça ne remplace pas les incarnations, que ça ne remplace pas les interviews, peut-être il y a ce petit endroit pour l'IA, et à condition de le spécifier aussi. Les images AFP, Reuters, etc. coûtent cher. Ce qui coûte cher aussi, c'est de les trouver. C'est le temps qu'on y passe pour effectivement. Ouais. Mais après, je ne sais pas prompter comme un pro, mais j'imagine que faire du prompt pour des images d'illustration bien faites, ça prend du temps aussi. Donc, il y a plein d'itérations. Donc là, potentiellement, vous avez un débat, en tout cas à la rédaction, pour potentiellement commencer à regarder ce qui peut se faire. On en a parlé une ou deux fois, mais en fait, c'est même pas. En fait, on n'y pense pas vraiment, parce que pour l'instant, j'ai l'impression, tant qu'il n'y a pas un média qui. En fait, les médias n'osent pas ouvrir la porte en vidéo, quasiment pas, je crois pas. Les médias traditionnels. Pour l'instant, les youtubeurs sont beaucoup plus détendus avec ça, donc vont le faire. Et les chaînes YouTube non médias vont plus le faire. J'ai l'impression que tant qu'un média comme, je sais pas, le Monde ou autre, je sais pas, le Monde sera peut-être pas le premier à le faire, ne le fait pas, on se posera pas vraiment la question, on n'osera peut-être pas être les premiers, quoi. Une dernière question qui me vient, je te l'ai pas posée. Est-ce que vous mettez du paid sur les vidéos sur YouTube ? Non, jamais. On n'en met pas. En fait, il y a un petit peu de paid pour. En fait, il y a du paid pour faire aller plutôt les gens sur le site. Donc, il y a du paid sur Insta, Facebook, Insta et Facebook principalement, peut-être LinkedIn, pour renvoyer vers les vidéos sur le site, parce que les vidéos sur le site, en monétisation, c'est beaucoup plus intéressant que YouTube. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'est du x10. Donc, on a beaucoup plus intérêt que les gens aillent sur le site, mais on sait qu'aller sur le site, c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire, vous publiez une image avec le titre de la nouvelle business drama, par exemple, etc., et qui peut être poussé en paid pour amener des gens sur la vidéo. D'accord. Mais il n'y a pas de budget réservé à YouTube. Et donc, quand nos vidéos font des gros scores, c'est 100% organique, et ça, on est très content. Pierre Schneiderman, c'est quoi ta routine éditoriale ? Qu'est-ce que tu fais pour justement t'alimenter, voir ce qui se passe et trouver des sujets, trouver des nouvelles business stories, etc. J'ai lu des faits divers économiques. Je trouve ça très drôle comme formulation. La routine éditoriale, donc, c'est suivre ce qui s'écrit dans le journal quotidien des Échos et dans le magazine. On surveille tout. Parce que parfois, il y a des idées qui nous viennent du journal. Bon, ça, c'est corporate, c'est fait. Non, c'est pas. Non, parce que en fait, il y a vraiment des trucs. C'est inattendu, et c'est là où on peut se démarquer, c'est que les journalistes. Je le dis pas que pour être corporate. Je suis corporate, mais pas que. Il y a les journalistes économiques. Ils ont un flair pour aller trouver des sujets que ne trouveraient pas nos concurrents. Par exemple, les grosses chaînes YouTube là, que j'ai citées, Finery ou Actionnaire, avec un K, ils vont aller vers les grosses histoires un peu obvious ou les grosses sagas familiales. Une de nos manières de se démarquer, c'est d'aller vers les petits trucs auxquels on pense moins. Et par exemple, c'est bête, mais il y a des trucs qu'on découvre vraiment dans le journal des Échos et qu'on ne verrait pas ailleurs. Par exemple, je ne sais pas, la première qui vient, c'était Poma, l'histoire des téléphériques français. L'article qui raconte l'histoire de Poma avec Jean Poma, l'immigré polonais, qui n'est pas du tout un spécialiste des téléphériques, qui au départ transporte des trucs dans la montagne et petit à petit a l'idée de créer une société de téléphériques, c'est quand même hallucinant. Elle est racontée que dans les Échos Week-end. Ou par exemple, l'histoire un peu plus que les autres chaînes ne raconteront pas, et tant pis si je le dis, et qu'on hésite à faire aussi, c'est comment le Guinness des records n'a jamais cessé de se réinventer. C'est dans les Échos Week-end, c'est des journalistes des Échos Week-end qui ont eu l'idée de le faire. Où il y a eu des trucs dans le papier, par exemple. Il y a la vidéo qu'on a fait, qui a fait le plus gros score récemment, c'est pourquoi le F-22 n'est jamais exposé au Bourget, l'avion de chasse F-22. Il y a
Donc ça c'est Mathieu Quinard, qui connaît bien ce domaine et qui connaît bien l'aéronautique. C'était le seul à s'être posé cette question, il avait la réponse. On l'a transformé en vidéo et ça a fait presque 200 000 sur YouTube. Donc ça fait partie quand même de la routine et il y a quand même des sujets qui naissent vraiment de là, quoi, qui sont bien. Fort sourcing au sein des échos. Mais pas que. Après, on regarde évidemment, moi je regarde du coup la concurrence française et je suis curieux aussi de ce que font. De temps en temps, quand j'ai 1 heure, je vais me farcir toutes les vidéos du Wall Street Journal et du Financial Times et de Bloomberg pour voir ce qu'ils font et trouver des idées. Ensuite, il y a des idées qui naissent juste en lisant la presse généraliste, Le Monde, enfin c'est très classique, hein, Le Monde, et je suis accro à l'appli de Radio France, ça peut donner des idées. Et ce que j'aime bien, et ce qu'on faisait beaucoup chez Combini aussi, j'ai une petite névrose pour l'infraordinaire. Donc l'infraordinaire, c'est tout ce qui est sous nos yeux, mais qu'on ne pense pas, mais qu'on ne voit pas parce que c'est le contraire de l'extraordinaire. Et donc c'était théorisé par Georges Perec. Et on faisait beaucoup d'infraordinaire chez Combini. Et par exemple, hier, j'étais avec un journaliste qui me parlait des fenêtres. Il me faisait une blague sur les fenêtres, je sais plus quoi. Et là, il y a une association d'idées. Je pense à Fenêtres, où je sais plus, il m'a montré la vidéo du Palmachot qui parle des Velux. Et là, je me dis, mais les Velux, c'est quoi l'histoire des Velux ? Et je vais tout de suite voir et je vois que les Velux sont inventés par un architecte dans le Nord qui a eu cette idée, qui a été en Suède, je crois, qui est le premier à l'avoir fait. Donc je me dis, mais il y a peut-être une business story à faire sur le Velux que personne n'a fait, quoi. L'infraordinaire, c'est hyper important. Ah ouais. Et qu'est-ce que... D'accord. Et qu'est-ce que tu regardes ou que tu lis ou t'écoutes là, plus pour ton métier d'éditeur, c'est-à-dire en fait qui te nourrit sur comment peut-être mieux performer, je sais pas, sur YouTube, etc. Enfin, est-ce qu'il y a des choses que tu lis là plus sur un métier d'éditeur? Tu lis, t'écoutes non, je crois que je lis rien et ne fais rien. Est-ce que c'est un tort? Peut-être. Non, on a regardé un petit peu en arrivant les masterclass comme beaucoup l'ont fait, de Johnny Harris, mais c'est plus pour l'édito que pour c'est un peu plus pour l'édito que pour enfin, t'as dit comment? T'as appelé ça comment? Côté éditeur. Ouais, bon, alors c'est plus pour l'éditorial que le côté éditeur. Ouais. Non, mais quand même, en média, pas trop. Mais s'il y a des événements qui me paraissent importants, j'essaye d'y aller. Et le dernier, c'était le sommet YouTube qui était organisé en avril à Paris par YouTube, où il y avait des journalistes du monde entier, des éditeurs YouTube du monde entier qui se rassemblaient dans la même salle et quelques masterclass sur scène. Et là, du coup, on a eu le directeur vidéo du Wall Street Journal qui était là et qui parlait de la vidéo Wall Street Journal. Et là, j'étais à fond et j'écoutais avidement. Mais je prends pas... En fait, je sais pas si j'ai pas le temps ou j'arrive pas trop à m'informer en podcast ou en vidéo ou en article. Et plus ponctuellement quand une personne ou un événement. Ok, très bien. Merci beaucoup Pierre Schneiderman d'être venu au micro donc, de Story of Stories. Et donc on te suit sur LinkedIn. Ouais, de temps en temps, je poste un peu sur LinkedIn. Voilà, on te suit sur YouTube. Enfin, on suit les différentes séries sur YouTube. Et qu'est-ce qu'on te souhaite alors pour les 6 mois qui viennent, à la fin de l'année? Alors, j'aimerais bien réussir à ce qu'on peut souhaiter de bien. Ce serait 2 nouveaux formats à la rentrée. Ça, ce serait cool. J'aimerais bien avoir un projet de documentaire avec les Échos, un partenariat, je ne sais pas sous quelle forme. Ça, ce serait chouette. Et on a été très content qu'on a atteint les 300 000 abonnés sur YouTube il y a quelques semaines. Il faudrait atteindre, ce serait fabuleux, 500 000 en 2026. Et puis moi, j'ajoute peut-être un succès librairie pour ton roman que tu as sorti donc, il y a un mois. Oui, j'ai sorti un premier roman. Le premier roman est sorti en poche. Et ouais, mais ça c'est personnel, il n'y a pas d'économie dedans. Ce serait un succès personnel, je serais très content. Merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup.